la notion de patrimoine est née en France en 1830. Donc vous voyez, un siècle trois quarts. Ça fait un siècle trois quarts qu'on parle de patrimoine en France. La principale raison, c'est les lendemains de la Révolution française, tous ces grands monastères, et ne sont restés que ceux, et c'est important, que ceux qui ont été reconvertis. C'est-à-dire ceux pour lesquels on avait réussi au début du XIXe siècle à trouver une nouvelle affectation. Donc un certain nombre d'intellectuels se sont levés et ont imposé la naissance d'un service des monuments historiques dès 1840. Monuments historiques avec un personnage incontournable, c'est Prosper Mérimée. Prosper Mérimée qui est écrivain bien sûr, mais aussi archéologue, et qui est nommé, c'est le premier agent de ce service des monuments historiques. Il est le premier administrateur du service des monuments historiques. C'est aussi l'époque, et c'est très important de souligner, où se structure comment dire, un groupe d'architectes dans l'idée que préserver le patrimoine c'est bien, mais si on ne l'entretient pas en même temps, si on ne le restaure pas en même temps, c'est peine perdue. Dans toutes les provinces françaises, des architectes vont venir devenir les correspondants de Viollet-le-Duc et les architectes sur place chargés donc d'assurer les premiers travaux d'entretien, de restauration, de sauvetage. Certain Charles Joly-Le Terme, qui est architecte à Saumur, et à qui on doit un très grand nombre de travaux de reconstruction même. La loi est votée beaucoup plus tardivement sur les monuments historiques, c'est la loi du 31 décembre 1913. Essentiel, qu'il faut retenir dans cette loi, c'est le patrimoine est d'intérêt public. Et une deuxième notion extrêmement importante, c'est le patrimoine est le reflet de notre histoire, le témoin de notre histoire. Un monument est porteur d'une histoire. Quand on construit un château fort, il y a forcément une notion de territoire à défendre, une notion de population à défendre, et puis aussi une notion d'un personnage qui a été à l'origine de ce projet. Donc, dire qu'il est beau, c'est très subjectif. Dire que c'est un témoin de notre histoire, ça c'est totalement scientifique. En 1930, une deuxième loi sur le patrimoine qui s'intéressait cette fois non pas au bâtiment, mais cette fois beaucoup plus au territoire. Donc c'est ce qu'on appelle la loi sur les sites. La loi sur les sites du 2 mai 1930 va protéger des parcs de châteaux, des ensembles archéologiques, des ensembles industriels, parce qu'en 1930 déjà disparaissaient de notre paysage des vestiges d'une ère industrielle qui était déjà quelquefois en légère perte de vitesse, des sites historiques, les sites de la Grande Guerre, le chemin des Dames, les camps de César, bien sûr, aussi, et puis aussi, bien évidemment, ce qu'on appelle des sites pittoresques, c'est-à-dire les falaises de Bonifacio, les falaises d'Étretat, comment dire, le paysage de la Loire. Troisième loi sur le patrimoine, 4 août 1962, ça c'est ce qu'on a appelé la loi Malraux. La loi Malraux dite des secteurs sauvegardés. Dernière loi sur le patrimoine, celle-là est beaucoup plus récente, elle date de 1984 et elle s'appelle Zone de protection du patrimoine. Il a fallu réaménager les 3 premières lois qui avaient été écrites par l'État. Le patrimoine ne se défend pas si le maire n'adhère pas à cette idée-là. Il y avait 4 grandes lois qui ont forgé donc la doctrine
sur le patrimoine depuis 1830 jusqu'à aujourd'hui.